Bienvenue, Confidentiel, le podcast de Belle et Rose. Nous vous retrouvons aujourd'hui dans l'atelier artistique de Nicole Bousquet, artiste peintre à Nîmes. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Florent Mazia. Florent est docteur en médecine, gynécologue obstétricien, spécialisé en oncogynécologie au CHU de Nîmes. Bonjour Florent. Bonjour. Nous avons imaginé ce podcast comme un parcours entre le dépistage et les soins pour une patiente atteinte d'un cancer du sein. Nous allons donc évoquer différentes étapes du parcours, le dépistage, la prise en charge de mutations prédisposantes, la prise en charge suite à un diagnostic du cancer du sein, le suivi à long terme et puis, parce que cela peut arriver, les prises en charge en cas de complications. Nous allons donc commencer, Florent, par la partie dépistage et la prise en charge de mutations prédisposantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos du dépistage ? Alors, le dépistage, maintenant, il a été mis en place en France depuis quelques années de façon organisée. Les recommandations actuelles, c'est de commencer à 50 ans dans la population générale jusqu'à 75 ans. En sachant que ça concerne le dépistage organisé et pas le dépistage individuel qui peut s'étendre au-delà de ces âges-là. Donc ça arrive très souvent qu'on commence à 40 ans en cas d'antécédent familial par exemple, et ça arrive très souvent qu'on poursuive le dépistage après 75 ans chez des patients qui sont très en forme et qui vont pouvoir en bénéficier. Donc souvent les patients me disent moi j'ai plus le droit parce que j'ai 76 ans, c'est pas vrai, en fait on a le droit d'être dépisté après 75 ans, c'est juste qu'on est sorti du dépistage organisé. Ce dépistage, il va permettre de trouver des tumeurs plus tôt ou de trouver des lésions précancéreuses avant qu'elles deviennent malignes. Et il y a un intérêt qui a été démontré sur toutes les grandes séries à ce dépistage, avec une amélioration de la prise en charge et une amélioration de l'espérance de vie des patients qui en bénéficient. Donc aujourd'hui, en France, toutes les patientes, à partir de 50 ans, elles reçoivent un courrier de la Sécurité sociale qui fait office d'ordonnance pour qu'elles puissent aller faire une mammographie et une échographie. Et quand elles rentrent dans ce cadre-là, la mammographie, elle est lue 2 fois. Il y a une double lecture des mammographies, ce qui fiabilise l'examen. Voilà. Donc voilà, ce dépistage, on en parle beaucoup au moment d'Octobre Rose parce que c'est une action qui est importante. Il faut que plus de patientes soient au courant et ça a de l'impact vraiment sur l'espérance de vie et la qualité de vie des patientes. Voilà. Mais il faut distinguer le dépistage organisé de 50 à 75 ans du dépistage individuel qui est décidé par le médecin de la patiente qui peut prescrire en plus des examens. Justement, par rapport à ce dépistage individuel, vous êtes aujourd'hui gynécologue. Vous recevez donc des patientes qui sortent du cadre du dépistage organisé ou du dépistage individuel préconisé à partir de 40 ans, comme vous le disiez. Est-ce que pour des jeunes patientes, vous leur apprenez les bons gestes, du moins à avoir les réflexes, à s'écouter, à faire l'autopalpation ? Ça, c'est vrai que alors moi, je suis particulièrement sensibilisé parce que je prends en charge beaucoup de patients qui ont des cancers du sein. Mais à beaucoup de patientes, j'explique les signes d'alerte qui doivent faire consulter rapidement. Et je ne sais pas si je peux les reprendre là aujourd'hui. Oui, peut-être, bien sûr. Avec plaisir. Des choses qui ne sont pas forcément intuitives. Donc, un cancer du sein, typiquement, c'est une boule dans le sein qui fait pas mal. Et c'est comme ça que ça se présente dans la grande majorité des patientes. Et le fait que ça fasse pas mal, souvent, on prend un petit peu de retard sur la prise en charge. Donc voilà, ça c'est le premier signe. Après, il y a d'autres signes qui peuvent évoquer un cancer du sein, qui sont un écoulement par le mamelon, qui peut être coloré ou sanglant, et l'apparition d'une fossette dans le sein, et ça souvent les dames ne le savent pas. Donc si on a une ride qui n'était pas là et qui apparaît sur le sein, mais il faut consulter, parce que ça peut être un signe de tumeur sous-jacente. Voilà. Ou un mamelon qui était sorti et qui est sombilique. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des fois des sentiments de chaleur, de la coloration de la peau ? Est-ce que ça peut être des signes ou ça peut être toute autre chose ? Alors les douleurs, souvent c'est plutôt lié avec des pathologies bénignes du sein, qui sont qu'on appelle la mastopathie fibrokystique. Ça peut être l'occasion de trouver un cancer par hasard, et il y a des patients des fois qui ont mal au sein droit, et puis on leur trouve par hasard un cancer au sein gauche au cours du bilan. Et puis après, il y a quelques pathologies très limitées qui sont les mastites inflammatoires. On a un sein rouge inflammatoire douloureux, mais ça, comme c'est très douloureux, les patientes elles vont consulter. Donc en fait, ce qu'il est important de rappeler, c'est que quand il y a un signe, peu importe le signe, il faut aller rencontrer un médecin, consulter. Parmi les médecins, il peut y avoir un gynécologue, une sage-femme, son généraliste aussi qui peut nous aiguiller, mais ne pas rester avec un doute. C'est ça. Parfait. Donc en préparant ce podcast, vous avez évoqué les mutations prédisposantes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont ces mutations, quels sont leurs risques, qui peut être concerné, quelle prévention, quelle prise en charge ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces mutations ? Alors la découverte de ces mutations prédisposantes, c'est une grande avancée dans la cancérologie
de ces dernières années. Les mutations les plus connues, c'est les mutations BRCA1 et 2, parce que malheureusement c'est celles qui donnent le plus de tumeurs et donc celles qu'on a découvert le plus tôt. Mais aujourd'hui, la recherche a avancé et il y a des dizaines de mutations qui vont donner des prédispositions, et en fonction de la mutation, ça ne va pas prédisposer au même cancer. Donc nous, on va adapter la prise en charge à chaque mutation et à chaque patiente. Donc l'occasion de découverte, en fait, on découvre ces mutations chez les patients dans deux situations. Soit la patiente, elle a un cancer évocateur d'une mutation prédisposante, soit qu'elle soit très jeune, soit que ça soit une tumeur particulière qu'on trouve surtout chez les patientes mutées. Ou soit elle a un contexte familial très évocateur aussi, avec des personnes dans la famille qui ont des cancers qui peuvent être rattachés à cette mutation. Et là, on va déclencher une constellation de génétique qui va faire le diagnostic. Et la deuxième occasion de découverte, c'est la patiente qui a quelqu'un dans sa famille qui a eu un cancer et qui a été dépisté positif pour une mutation. Et à ce moment-là, les généticiens, ils vont déclencher une enquête génétique dans toute la famille. Et c'est là qu'on va découvrir une mutation chez une patiente qui n'a pas le cancer. D'accord. Voilà. Et ça va permettre d'adapter. Donc, soit les patientes qui ont le cancer, on va adapter le suivi derrière de façon plus précise sur tous les organes qui peuvent être touchés par cette mutation génétique. Et puis aujourd'hui, on a certains traitements qui sont apparus et qu'on va donner spécifiquement aux patients qui ont des mutations. Et c'est des traitements qui sont moins lourds que les traitements habituels et qui sont plus efficaces. D'accord. Et donc on est vraiment sur la personnalisation du traitement grâce à ces recherches-là. Et puis chez les patients qui n'ont pas de cancer, on va adapter la surveillance. Et donc les patientes qui sont porteuses d'une mutation prédisposante au cancer du sein, on va commencer le dépistage beaucoup plus tôt. On commence à 30 ans. On fait une surveillance qui est différente. On va faire des mammographies et des IRM. On va rajouter l'IRM et ça va être fait de façon annuelle. Et puis, on va proposer une chirurgie de prévention du risque, qui est une chirurgie d'ablation des organes qui peuvent être touchés. Donc, en fonction de la mutation, si c'est une mutation BRCA, on va proposer l'ablation des ovaires à partir d'un certain âge et des seins. Et si c'est par exemple la maladie de Lynch qui donne des cancers de l'utérus, on va faire une ablation de l'utérus. D'accord. Donc, voilà. Donc vraiment une phase de prévention et une phase de traitement adaptée pour les personnes qui seront en parcours et chez qui vous allez déceler qu'il y a ce type de mutation. Ok. Aujourd'hui, vous êtes gynécologue donc en CHU et vous suivez des personnes atteintes de cancer. Sur quel type de cancer intervenez-vous? Est-ce que c'est tous les cancers du sein? Est-ce que c'est que certains? Comment ça se passe? Alors, en tant que gynécologue, j'étais formée à suivre des femmes. Et donc, je m'occupe des cancers féminins. Donc, les cancers du sein qui ne sont pas strictement féminins. Et les seuls patients que j'ai, c'est des patients hommes qui ont eu des cancers du sein. D'accord. Et on sait que 1% des cancers, ça arrive chez l'homme. Donc, ça peut aussi arriver chez l'homme. Et donc, ça, souvent, les patients nous arrivent plus tard parce que l'apparition d'une boule dans le sein chez l'homme, ça ne va pas faire évoquer forcément un cancer. Et après, les autres cancers que je prends en charge, c'est les cancers pelviens. Donc, les cancers de l'utérus, du col de l'utérus, les cancers des ovaires et les cancers de la vulve qui arrivent beaucoup plus tard dans la vie. D'accord. Quand vous êtes rentré en médecine, c'était une volonté de votre part d'aller vers ce type de spécialisation ou ça s'est fait au fil du temps et parce que vous avez senti qu'il y avait un besoin ou vous trouviez votre place sur ces sujets-là? J'ai eu un parcours, je voulais faire de la chirurgie quand je suis entré en médecine, donc je suis entré en médecine pour faire ça. Et puis à mon passage en stage en maternité, j'ai trouvé ça très intéressant, le suivi des grossesses, les accouchements. Et donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers la gynéco-obstétrique. Et puis au cours de mon internat, qui dure 5 ans, je me suis intéressé de plus en plus à l'oncologie. Et donc je garde la possibilité de faire des gardes en salle d'accouchement. Oui. Mais mon activité principale, c'est vraiment la prise en charge des cancers au niveau chirurgical. Il y a toujours plusieurs intervenants dans le cancer et moi je fais la partie chirurgicale. Ok. Est-ce que vous avez une idée du nombre de patientes et de patients que vous suivez au CHU de Nîmes pour un cancer du sein sur une année par exemple? Alors sur l'an dernier, parce qu'on suit les chiffres, on a opéré 350 patientes de cancer du sein voilà, dans l'année, en sachant que toutes les patientes qu'on voit ne vont pas forcément être opérées. Il y a une partie des patientes qui vont être suivies par nos collègues oncologues ou radiothérapeutes, mais voilà, au niveau chirurgical, le chiffre c'est 350 interventions. D'accord. Alors, en tant que médecin, vous jouez un rôle marqué et très marquant dans le parcours de patientes ou de patients que vous suivez. Ça va du diagnostic à l'annonce de la maladie, puis au traitement, en passant par les interventions, les examens
le suivi, etc. Comment vous abordez chacune de ces étapes du côté médical et personnellement, en tant qu'homme, en tant que personne, est-ce que ça soulève chez vous des émotions? Est-ce que vous arrivez à mettre une barrière, à fermer la porte de l'hôpital quand vous rentrez chez vous le soir? Alors je vais répondre aux deux parties successivement. Le rôle qu'on a, c'est vrai qu'en tant que gynécologue, on est souvent au tout départ de la prise en charge, parce que la chirurgie, c'est souvent la première étape dans la plupart des cancers. Et même quand c'est pas la première étape, on voit toujours les patientes avant qu'elles commencent leur traitement. Donc c'est vrai que l'annonce, c'est un moment qui est important, où il faut prendre le temps. Et on va expliquer de façon assez claire ce qui va se passer pour la patiente, pour qu'elle puisse avoir une sorte de guide, qu'elle sache où elle aille. Et c'est vraiment important de bien guider les patientes pour savoir où elles vont. Souvent, quand elles arrivent dans mon cabinet de consultation, elles ont quand même déjà un peu le diagnostic, parce qu'elles ont vu le radiologue qui a fait des examens, qui a fait une biopsie. Et moi, je vois les patientes avec les résultats de la biopsie, j'évalue la situation et je leur explique le parcours de soins. Et puis après, je vais organiser la suite de la prise en charge. Le cancer du sein, il peut se traiter dans plusieurs ordres différents. On peut commencer par la chirurgie, on peut commencer par la chimio, mais je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, donc je ne vais pas avancer. Après, pour ce qui est de mon vécu personnel, alors c'est quelque chose qui demande un peu d'expérience. Faut arriver à effectivement cloisonner et de ne pas ramener toutes les patientes chez nous à la maison, parce qu'on a beaucoup de patientes qui ont beaucoup de situations compliquées, et si on veut rester efficace dans la prise en charge, pas se laisser emporter par les émotions, faut arriver à avoir un côté non professionnel assez riche. Sinon, je pense qu'on ne peut pas durer très longtemps dans ce métier. Vous le disiez donc tout à l'heure, souvent en cas de dépistage d'un cancer du sein, de diagnostic, ça commence par une intervention chirurgicale, mais pas que. Est-ce qu'il y a un parcours tout tracé? Est-ce qu'il y a vraiment des préconisations et en fonction vous vous adaptez? Ou est-ce qu'au contraire, vraiment, vous êtes maître des décisions et du déroulé de ce parcours-là? Alors, en France, la prise en charge du cancer, elle est quand même très cadrée. Malheureusement, le cancer du sein, c'est un cancer qui touche énormément de patientes. Donc il y a beaucoup de recul d'expérience et on sait à peu près aujourd'hui ce qu'il faut faire d'après nos conséquences pour donner le plus de chances possible à nos patientes. Donc on n'improvise pas la prise en charge. Et c'est pas moi tout seul dans mon cabinet qui vais décider de la prise en charge. Le parcours de soins en France, il est organisé autour des RCP, donc des réunions pluridisciplinaires, où chaque dossier est discuté de façon obligatoire avant la chirurgie et est rediscuté après la chirurgie. Tout ça, c'est pour ne pas perdre la chance de faire la mauvaise stratégie à une patiente et de l'opérer alors qu'on aurait dû commencer par la chimio, par exemple. Donc c'est vrai qu'en connaissant les recommandations, en participant à RCP, je sais à peu près ce qu'on va dire à la RCP et je l'explique à la patiente, mais ça peut arriver qu'il y ait un changement. Entre le moment où je vois la patiente, on peut avoir des nouveaux examens et on peut changer de stratégie en cours de route. Mais c'est jamais une décision personnelle, c'est une décision collégiale. Justement, dans un CRCP, donc vous donnez des décisions, des recommandations. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des patientes qui refusent vos recommandations ou une partie des traitements ou enfin, la totalité du traitement pour des raisons très personnelles et diverses et variées? Alors complètement. En France, la médecine n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui refusent soit toute la prise en charge, et auquel cas on ne les voit pas, s'ils ne veulent pas nous voir. Et après, on adapte, nous, notre prise en charge à ce que souhaite la patiente. C'est vrai que j'ai des patientes qui ne veulent absolument pas de chimiothérapie, par exemple, alors que je sais que ça serait bénéfique pour elles. Et je ne vais pas les abandonner dans leur parcours de soins. Je dis, vous ne voulez pas faire la chimio, moi je pense que c'est mieux, mais c'est pas grave. On va quand même continuer et on va faire le reste du traitement pour essayer d'optimiser la prise en charge, même si vous n'êtes pas d'accord avec une partie. Donc on n'oblige jamais les patientes à rien. Notre rôle, c'est un rôle de conseil et des fois j'essaye de faire mon possible pour que la patiente ait le meilleur traitement, mais on ne va jamais obliger aucune patiente. Et si elle n'est pas d'accord avec une partie du traitement, on ne va pas l'abandonner, on va quand même continuer à la suivre. À l'accompagner, très bien. Alors, on entend souvent parler de cancers hormonodépendants, de cancers triple négatifs ou autres. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces différences entre les cancers? Alors les cancers du sein, on les classe en plusieurs grands groupes.
qui sont plus ou moins agressifs. Le cancer du sein, il vient du sein, donc, et le sein, c'est un organe qui est hormonodépendant. Donc la très grande majorité des cancers du sein, ils sont hormonodépendants. Quasiment 90% des cancers du sein. Plus ou moins hormonodépendants, mais tous avec des récepteurs aux hormones. Les cancers qui ont perdu cette hormonodépendance, ça veut dire que la cellule s'est plus modifiée que d'habitude, et donc souvent c'est un cancer qui est plus agressif, et qui va malheureusement toucher souvent des femmes plus jeunes. Donc dans les critères, il y a le cancer hormonodépendant, le cancer non hormonodépendant. Et triple négatif, ça veut dire qu'il est négatif pour 3 choses différentes. Il est négatif pour les œstrogènes, donc c'est une hormone. Pour la progestérone, c'est une deuxième hormone. Et pour un autre marqueur qu'on appelle HER2, qui est un marqueur qu'on connaît depuis quelques dizaines d'années, qui va être sur certains cancers, à peu près 15% des cancers qui expriment HER2. Et c'est un marqueur qui nous permet aujourd'hui de proposer des thérapies ciblées à ces patientes. Donc le nom, c'est le trastuzumab en fait. Et c'est un traitement qu'on propose aux patientes HER2. Le cancer HER2+, c'est un cancer qui est plus agressif d'habitude, mais grâce à cette thérapie ciblée, on le remet à l'agressivité d'un cancer classique. Voilà. Et donc triple négatif, c'est-à-dire qu'il est aussi négatif pour la HER2. Voilà. Et donc pour les cancers HER2 surexprimés, on peut avoir des cancers hormonodépendants plus HER2 et des cancers qui sont négatifs pour les hormones et HER2+. Voilà. En fait, ça guide le fait de vraiment qualifier le type de cancer, ça guide la prise en charge et ça permet d'être plus efficace et plus ciblé. Aujourd'hui, on est vraiment dans la personnalisation des traitements et ces traitements, on va les personnaliser par rapport à la tumeur, à ses caractéristiques, mais aussi par rapport à la patiente. Et on ne va pas traiter de la même façon une patiente de 40 ans qu'une patiente de 91 ans qui a plein de maladies et voilà. Donc, on va plus se cibler sur le confort. Et, voilà. D'accord. Parmi les interventions chirurgicales, on entend de plus en plus parler, aussi parce que c'est moins tabou, des mastectomies. J'aimerais bien qu'on prenne un peu de temps pour discuter de ce sujet. Est-ce que la mastectomie est obligatoire? Est-ce qu'une mastectomie, ça veut dire qu'on retire la totalité du sein? Est-ce que c'est que le sein malade? Est-ce que c'est l'autre sein? Quelles sont vos préconisations avant l'opération? Après l'opération? Est-ce qu'il y a une façon de reconstruire la poitrine? Est-ce que la reconstruction est automatique ou pas? Bref, tout ce que vous pouvez nous dire sur la mastectomie. Okay. Alors, la mastectomie, pour nous, déjà, c'est l'intervention un peu de dernier recours. C'est-à-dire qu'on va faire tout ce qu'on peut pour éviter d'enlever le sein d'une patiente. Donc, on a plusieurs techniques de chirurgie. Si la tumeur est assez petite, on ne va pas proposer une mastectomie d'emblée. Les mastectomies, les indications habituelles, c'est une tumeur qui est trop grosse. Et dans ces cas-là, on peut quand même faire des traitements pour essayer de la faire réduire, pour essayer de garder le sein. Ou alors, ça peut arriver qu'il y ait plusieurs cancers dans le même sein, et à ce moment-là, malheureusement, on est obligé d'enlever toute la glande mammaire. Quand on fait une mastectomie, il faut enlever toute la glande mammaire, et on essaye de garder le plus possible la peau du sein, parce que la peau c'est important, et qu'une fois qu'on l'a enlevée, on ne peut pas la refabriquer. Aujourd'hui, la pratique actuelle, c'est qu'une patiente à qui on va être obligé de proposer une mastectomie, on va lui proposer une reconstruction dans le même temps, ce qu'on appelle mastectomie reconstruction immédiate. Ces techniques ont été développées assez récemment, et c'est vrai qu'il y a 10 ans, quand j'ai commencé, on ne le faisait pas forcément. On faisait une mastectomie, et après on faisait une reconstruction secondaire, mais ce qui obligeait à trouver de la peau d'une façon ou d'une autre, avec des expandeurs, avec d'autres techniques. Donc aujourd'hui, une patiente qu'on voit à qui on doit faire une mastectomie, sauf exception, et l'exception c'est quand il y a une atteinte de la peau, on va proposer une reconstruction en même temps. Et après, les patientes, elles acceptent ou elles refusent la reconstruction. Oui. Ça, c'est au choix de chacune. Je me permets du coup, qu'en est-il du mamelon? Vous parlez de la peau. Ouais. Est-ce qu'il y a un intérêt à garder son mamelon ou au contraire à l'enlever? Alors l'intérêt, il est esthétique. Oui. De plus en plus, on fait des reconstructions avec conservation du mamelon, mais c'est des techniques qui sont assez récentes. Et qui présentent quand même des risques non négligeables de nécrose du mamelon, c'est-à-dire qu'on essaie de le garder, mais on le perd quand même après coup, après l'intervention. Et on fait cette préservation du mamelon que si on est sûr qu'on va pas augmenter le risque de récidive au niveau du mamelon. Donc ça va dépendre de la maladie, du cancer, s'il est proche du mamelon ou pas, et s'il y a une extension dans les canaux galactophoriques, donc les canaux qui vont jusqu'au mamelon. Voilà. Donc c'est pas du tout automatique et c'est en train de se développer. Là, on est encore. Voilà. D'accord. Et en termes de reconstruction, quand on parle de reconstruction, est-ce que c'est avec une prothèse? Est-ce que c'est avec d'autres types de... Alors il y a plein de façons de reconstruire un sein.
Et alors juste pour faire pas le catalogue mais l'inventaire, soit on va utiliser une prothèse pour retrouver du volume, et donc la prothèse on peut la mettre à plusieurs endroits dans le sein, ça dépend un peu du chirurgien qui va faire l'intervention. Soit on va utiliser le tissu de la patiente pour refaire ce sein, et donc on peut prendre, c'est des morceaux de corps ailleurs. Donc la technique ancienne qui faisait référence, c'était l'embout du grand dorsal. On prend le muscle grand dorsal qu'on fait tourner, qu'on va mettre à la place du sein. C'est un lembeau qui est très robuste, qui a peu d'échecs, mais qui va quand même créer une cicatrice un peu grande dans le dos. Et puis il y a des nouvelles techniques qui sont arrivées avec ce qu'on appelle les lambeaux libres. Un lambeau libre, c'est-à-dire qu'on peut prendre un morceau qui n'est pas proche du sein. Donc souvent on prend la peau du ventre ou la peau des cuisses, qu'on va détacher du corps et qu'on va remettre à la place du sein. Et pour faire ça, il faut brancher le vaisseau de ce lambeau sur l'artère mammaire interne qui est entre les côtes. C'est-à-dire qu'il faut casser une côte et faire la microchirurgie. Donc c'est une intervention qui est beaucoup plus lourde en fait, avec aussi des risques d'échec. L'avantage du lambeau par rapport à la prothèse, c'est que il va évoluer avec la patiente. Si elle prend du poids, le lambeau il va grossir. Si elle maigrit, le lambeau il va maigrir. Voilà. Et puis il n'y a pas de problème d'intolérance comme on peut l'avoir sur les prothèses, de coque et tout ça. Est-ce que vous aiguillez les patientes à tel ou tel choix en fonction, alors que ce soit leur morphologie, leurs antécédents, si elles ont eu de la radiothérapie ou pas avant, ou est-ce que vous leur faites justement ce panel de solutions et elles choisissent d'elles-mêmes? Alors on explique un peu tout, mais on va guider la patiente parce que c'est sûr qu'en fonction de la taille du sein, s'il y a une ptose ou pas, s'il y a des rayons effectivement, il y a des techniques qui vont être possibles, il y a des techniques qui vont être très risquées. Il y a un facteur très important, alors mes collègues qui font la reconstruction, ce qui n'est pas mon cas, c'est le tabagisme en fait, qui est vraiment un facteur majeur d'échec de la reconstruction, que ce soit par lambeau ou par prothèse. Donc on va guider les patientes et puis leur recommander éventuellement d'essayer d'optimiser les chances de réussite, en sachant que c'est comme pour les traitements, la décision finale elle revient à la patiente. Après, si on estime qu'on a 90% de chances que ça échoue, nous on peut dire aussi non, je ne vous fais pas cette intervention-là parce que je pense que c'est pas bon pour vous. Vous parliez de tabagisme. Le tabagisme a une influence, évidemment, sur le risque d'avoir un cancer ou pas. En termes de cicatrisation, en termes de mastectomie, c'est sur la cicatrisation que ça va avoir un impact? Oui, très important, parce que le tabac, les femmes qui fument, elles ont plus de monoxyde de carbone, donc les tissus sont moins bien irrigués. La nicotine, c'est un vasoconstricteur, donc ça resserre les vaisseaux. Et donc on a des risques très importants de rejet de prothèse, de mauvaise fermeture. Et si la cicatrice se ferme mal, quand il y a une prothèse dessous, ça veut dire que la prothèse va s'exposer. Donc on va avoir la prothèse sous la cicatrice qui est en train de s'ouvrir. Et dans ces cas-là, malheureusement, on essaye de sauver les prothèses en refaisant des interventions. Mais ça arrive qu'on soit obligé de tout enlever, d'attendre que ça cicatrise et de réintervenir après. À la suite donc du parcours, vous faites le suivi à long terme des patientes. Parmi ce suivi, et on va rentrer plus dans le détail ensuite, est-ce qu'il y a déjà des préconisations que vous leur donnez, des préconisations de vie ou médicales? Et est-ce que les préconisations sont différentes, justement, si ces personnes sont porteuses d'un gène prédisposant type BRCA1 ou BRCA2? Alors, les préconisations, c'est un peu les mêmes pour tout le monde, et puis c'est tout ce qu'on dit aujourd'hui pour limiter les risques de cancer, tous les cancers. Une patiente qui est porteuse d'une mutation génétique prédisposante, malheureusement, elle va avoir plus de risques. Et on sait que chez elle, les facteurs de risque, ils sont encore plus importants. C'est-à-dire qu'une personne qui est porteuse d'une mutation, il faut encore moins qu'elle fume qu'une patiente qui n'a pas de prédisposition, et donc les préconisations, on les entend toujours, c'est-à-dire qu'il faut avoir une alimentation correcte, riche, équilibrée, avec le moins de produits transformés possible et le moins d'additifs alimentaires, mais ça je ne suis pas le seul à le dire. Un autre volet qui est la lutte contre la sédentarité. On sait que le fait de ne pas bouger, de ne pas faire de sport, c'est un vrai facteur de risque de cancer et de cancer hormonodépendant, parce que l'obésité, qui peut être une conséquence de la sédentarité, et un facteur de risque de cancer du sein, de cancer de l'endomètre. Donc on explique aux patientes qu'il faut vraiment bouger après le cancer. Ça va limiter les effets secondaires des traitements, ça va leur permettre de mieux récupérer de la prise en charge qu'on a été forcé de faire, et puis ça va réduire leur risque de récidive. Donc il n'y a que des bénéfices, et c'est pour ça qu'on a des programmes de sport et santé qui sont mis en place dans les différentes structures qui prennent en charge les patients qui ont le cancer.
Sport et santé, ça me fait penser à soins support. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez des soins support? Qu'est-ce que ça a évolué? Bon, nous, on s'est rencontrés il y a maintenant une dizaine d'années. À l'époque, il n'y avait pas les soins support qu'il peut y avoir aujourd'hui. Est-ce que vous incitez les patientes à aller vers ces soins support? Quel est votre avis médical et personnel sur... Mais je pense que c'est très important et c'est une des voies de développement de la prise en charge. C'est qu'on s'est beaucoup centré avant sur le cancer, d'essayer de faire en sorte que les patientes ne récidivent pas. Et aujourd'hui, on prend plus en charge la qualité de vie après le cancer, soit pendant la prise en charge, mais aussi après. Et le but aujourd'hui, c'est pas simplement de guérir la patiente, mais c'est d'avoir une patiente qui a une bonne qualité de vie après sa prise en charge. Ouais. Et ça implique de changer nos pratiques chirurgicales, peut-être beaucoup moins lourdes, les pratiques médicales, avec la personnalisation des traitements dont je parlais, et puis les soins de support qui sont très importants, à la fois pendant le cancer et puis à la fois après le cancer. Donc moi j'ai la chance d'avoir notre infirmière coordonnatrice qui est juste à côté de mon bureau. Donc très souvent je vais amener des patientes juste après l'annonce ou même au cours du suivi pour organiser tout ça. C'est Aude Canova, oui, qui s'était prêtée au même exercice que vous et qui était venue parler de son métier et de tout ce qu'elle pouvait proposer justement auprès du CHU de Nîmes. Donc en fait, le fait que le bien-être de la patiente soit remise un peu au centre des discussions, ça remet en perspective la partie soins support, mais aussi la partie médicale. C'est très intéressant ce que vous dites. Oui, on adapte vraiment les chirurgies pour qu'elles soient le moins lourdes. On opère beaucoup de patientes en ambulatoire pour ne pas rester à l'hôpital, parce que l'hôpital, ce n'est pas un endroit pour les gens en bonne santé. Et on limite, en limitant les durées de séjour, on limite les infections nosocomiales et tout ça. Et puis, on adapte aussi les traitements. Ouais. Donc, la recherche avance dans ce sens-là. Hein. On limite beaucoup... la portée de nos gestes. Par exemple, pour les cancers pelviens, on développe beaucoup la chirurgie qu'on appelle mini-invasive, où on va essayer d'enlever le cancer sans ouvrir le ventre des patients. Et on fait en célioscopie, on s'aide d'outils innovants comme le robot chirurgical, qui permet d'opérer des patientes sans faire de laparotomie, donc sans faire de grande ouverture, et avec des patients qui récupèrent beaucoup plus vite. D'accord. Ouais. Du coup, on en arrive sur la dernière étape, le dernier sujet de ce podcast et de cet échange, c'est la partie suivi sur le moyen et long terme. Alors, on a parlé de la partie soins support, on a parlé en cas de prédisposition génétique. Est-ce qu'il y a un autre suivi que vous proposez aux patientes? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez nous dire à ce sujet-là ou des préconisations que vous voudriez leur faire? Alors, le suivi post-cancer, il y a deux volets dans le suivi. Il y a le volet de dépistage des récidives, qui est vraiment un volet strictement médical, qui va consister en des examens cliniques, des examens d'imagerie, parfois des prises de sang. Donc c'est la première partie. Puis deuxième partie, c'est de voir la qualité de vie, les traitements d'entretien qu'on fait dans le cancer du sein, qui sont de l'hormonothérapie, qui ne sont pas toujours très bien tolérés, voir ce qu'on peut faire nous pour améliorer cette tolérance, soit en modifiant le traitement, soit en mettant en place justement du sport, des soins de support. Et puis il y a les séquelles de la chirurgie et les radiothérapies sur le long terme, avec des douleurs très spécifiques qu'on a dans la prise en charge des cancers du sein, qui sont des douleurs au niveau musculaire ou des douleurs neuropathiques, donc des douleurs des nerfs, qui peuvent toucher soit le sein, soit le bras, et qui ne répondent pas bien au traitement habituel de la douleur. Et on a un circuit de prise en charge avec la médecine de la douleur qui sont très efficaces sur ces douleurs-là, avec soit des infiltrations, soit des applications de patchs ou de dispositifs qui sont vraiment efficaces. Donc il ne faut pas hésiter à en parler aux médecins quand il y a ces douleurs-là, parce qu'elles peuvent arriver même 5 ans, même 10 ans après. D'accord. Et il y a vraiment une prise en charge spécifique qui est très efficace. D'accord. Donc ne pas sous-estimer les petits mots qu'on pourrait avoir, même des années après. Ouais. À partir du moment où il y a une conséquence sur la qualité de vie, donc les patientes elles restreignent leurs activités parce qu'elles ont des douleurs, là il faut faire quelque chose, on ne peut pas le cacher. Florent, il existe donc des recherches ou de la pratique courante au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez nous apporter quelques précisions? Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé, on aurait pu plus parler de la personnalisation des traitements pour les patientes, avec aujourd'hui des tests qu'on fait sur les tumeurs qui nous permettent de définir si la chimio apporte vraiment quelque chose à la patiente ou pas. Parce que la chimio, effectivement, c'est la partie vraiment la plus lourde de toute la prise en charge du cancer.
et que si on peut éviter une chimiothérapie d'une patiente, c'est très bénéfique pour elle. Et donc ce test, il consiste en une analyse beaucoup plus fine du génome de la tumeur qui va permettre de définir un risque de récidive et un bénéfice apporté par la chimiothérapie. D'accord. Et en dessous d'un certain seuil de bénéfice, on dit à la patiente que la chimio n'est pas intéressante pour elle. Donc vous faites ces tests avant qu'elle entame son protocole? C'est ça, on fait le test entre l'opération et la chimiothérapie pour voir si on fait le protocole classique, donc chirurgie, chimio, radiothérapie, hormonothérapie, ou si on peut enlever la chimiothérapie. J'imagine que ce sont des tests du coup rapides, du moins avec un résultat rapide, vous attendez peut-être pas des mois? Il faut envoyer les prélèvements aux États-Unis, Oui, donc c'est un peu long, et on a le résultat en 15 jours d'habitude. Bon, ok, d'accord, très bien. C'est un test qui est coûteux. Oui. Donc on ne le fait pas à tout le monde. C'est coûteux, mais c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc ce n'est pas les patients qui doivent le payer. Ok, très bien. Florent, on arrive au terme de cet échange. Est-ce que vous auriez envie de donner le mot de la fin ou de nous dire quelque chose que vous ne nous auriez pas encore dit? Moi, je voulais porter un message d'espoir pour les patientes qui sont atteintes d'un cancer du sein. Aujourd'hui, la prise en charge en France, elle est quand même bien réglée, avec un maillage important. Il y a beaucoup de spécialistes qui s'en occupent et on a des taux de guérison qui sont très intéressants, de plus de 90%, si on prend tous les cancers réunis. Et aujourd'hui, on se cible vraiment sur le fait d'essayer que la prise en charge elle soit le moins lourde possible pour les patientes et que, on a parlé de qualité de vie, de pouvoir maintenir cette qualité de vie la meilleure possible pour ces patientes qui ont été traitées de leur cancer du sein. Très bien. Merci Arnaud, on voulait vous remercier d'avoir pris le temps, dans votre emploi du temps chargé, de nous avoir livré ces messages-là. C'était important pour nous de vous avoir là, et puis c'était important pour moi, parce que je vous l'avais peut-être déjà dit, mais je vous le redis, vous avez joué un rôle majeur dans mon parcours, comme l'ensemble du corps médical, mais vous particulièrement, parce que ça a été de l'annonce au suivi, et je me rappelle même de vous avec votre petit chapeau dans le bloc opératoire. Donc voilà, en tout cas, vous étiez une personne marquante et qui m'a beaucoup rassurée pendant mon parcours et beaucoup apporté. Je voulais que ce message-là, vous puissiez le transmettre à toutes les personnes qui vont nous écouter. Et je suis assez contente parce que c'est chose faite. Donc merci. Un très grand merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est fini. Merci. Je peux vous faire un petit câlin? Merci.